Dans les derniers épisodes, on a expliqué comment économiser, comment investir, comment accumuler un patrimoine. Mais reste à voir maintenant comment utiliser cet argent-là une fois qu'on l'a accumulé. Combien on peut retirer de nos placements? Est-ce que la règle du 4% fonctionne vraiment? Comment décaisser intelligemment si on est au Québec? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce dernier épisode de notre série sur le chemin simple vers la richesse. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Ah oui, c'est le dernier épisode de la série Le chemin simple vers la richesse. Je vous rappelle, c'est un livre de J.L. Collins qui a aidé toute ma philosophie d'investissement. Un chemin simple vers la richesse, c'est une façon simple d'investir. On peut y aller de façon autonome ou en tout cas, on peut y aller avec un conseiller, mais reste que avec ce livre-là, moi, j'ai bien compris là, le principe de base. On y va avec un fonds indiciel. On n'essaye pas de faire de sélection de titres. On n'essaye pas de jouer à la bourse, mais plutôt, on va faire bien plus d'argent que la majorité des gens qui vont essayer toutes sortes d'affaires compliquées. On va y aller de façon simple, puis ça va être plus payant, puis on va pouvoir se concentrer sur notre travail, faire d'autres choses. On a vu tous les détails de ça, comment investir de cette façon-là. Là, on est rendu à un aspect intéressant qui n'est pas souvent discuté, c'est de comment qu'on décaisse. Puis l'auteur va nous arriver avec la façon dont lui décaisse. Lui, évidemment, il est aux États-Unis. Donc, je vais passer rapidement sur les grands principes qui sont intéressants dans le livre. Puis, je vais parler surtout des grands principes au Québec qu'on devrait prendre en compte quand vient le temps. Puis c'est une bonne idée de le préparer aussi. C'est pas juste lorsqu'on arrive là, à 65 ans ou lorsqu'on arrive au moment du décaissement. On doit le prévoir d'avance. OK? C'est pas d'y penser juste lorsqu'on est rendu. OK? Puis à la fin de tout ça, on va faire une petite conclusion sur la série. Alors, commençons là, les grands principes du livre. OK? On va parler des chapitres 29, 30, 31, 32. On commence le taux de retrait. Combien puis-je dépenser? Donc, après avoir évité les dettes, après avoir dépensé moins que ce que l'on gagne, après avoir investi la différence, on finit par accumuler un portefeuille suffisamment important pour envisager de vivre de ses placements. La question devient, combien puis-je retirer à chaque année sans manquer d'argent? J.L. Collins reparle de la célèbre règle du 4%. Okay? Il y a l'étude Trinity, qui est une étude célèbre qui a apporté cette règle du pouce-là de 4%. L'auteur explique que les travaux de chercheurs de l'Université Trinity ont étudié différents scénarios de décaissement sur des périodes de 30 ans. Le scénario devenu célèbre est le portefeuille 50% actions, 50% obligations. Si vous avez écouté les autres épisodes, vous avez vu que l'auteur, lui, pousse un peu vers un portefeuille 100% actions, donc moins cette approche classique-là, 50% actions, 50% obligations. Donc, l'étude parle d'un retrait initial de 4% avec des augmentations annuelles du retrait selon l'inflation. Donc, le résultat de l'étude, c'est que dans 96% des cas étudiés, le portefeuille a survécu pendant 30 ans. Seulement quelques périodes de départ ont échoué. Donc, ça dépend à quelle date qu'on commence à décaisser. Donc, dans 4% des cas, on pourrait manquer d'argent à la fin en utilisant cette règle-là. Donc, c'est quand même un bon ratio, là, 96%. Il y a des très, très bonnes chances que ça fonctionne pour nous si, évidemment, le futur est semblable à ce qu'il y a eu dans le passé, dans les peut-être 100 dernières années. Là, ici, ce que l'auteur nous dit, une conclusion, c'est que selon Collins, les médias ont simplifié excessivement les résultats. La véritable conclusion de l'étude n'est pas que 4%, c'est le chiffre magique qu'on doit absolument utiliser. Okay? La conclusion de l'étude, c'est que dans la plupart des scénarios, les gens auraient pu dépenser davantage sans manquer d'argent. Dans plusieurs cas, le portefeuille terminait même la période avec une valeur beaucoup plus élevée qu'au départ. Donc là, ce que l'auteur dit, c'est que 4%, c'est bien, mais en réalité, ça pourrait faire en sorte qu'on va se retrouver avec un
bien trop gros portefeuille à notre décès qu'on va léguer. Donc, dans le fond, c'est que ces gens-là, si on utilise une stricte règle du 4 ça se peut qu'on ait pu finalement dépenser beaucoup plus que ce qu'on a dépensé. Donc, il faut faire attention avec un chiffre rigide. L'auteur nous dit que l'un des constats majeurs, c'est les actions sont le moteur principal qui permet au portefeuille de croître, de résister à l'inflation et de soutenir les retraits. Donc, faire attention un petit peu avec le 50-50, obligations, actions. Si on comprend bien les marchés, on peut mettre plus en action. Okay? C'est ce que l'auteur nous dit. Les portefeuilles fortement investis en actions ont généralement mieux performé que ceux dominés par les obligations. J.L. Collins, ensuite, rappelle l'impact des frais. Il insiste sur un point fondamental. Les projections de l'étude Trinity supposent des frais très faibles. Okay? Même avec une différence de 1 ou 2 de frais annuels, on peut réduire drastiquement les probabilités de succès d'un portefeuille en décaissement. Donc, si évidemment on a 2 de frais de gestion, ben peut-être que, ou 1 de frais de gestion, il ne faut pas utiliser la règle du 4 il faut plus utiliser la règle du 3 ou du 2 à ce moment-là, parce que ce pourcentage de frais de gestion-là vient vraiment affecter directement. Là. C'est pour ça peut-être qu'au Québec, la règle du 4 parfois, on dit ouais, c'est peut-être plus la règle du 3,2 ou même la règle du 2,8 Donc, il faut voir après ça quel pourcentage de frais de gestion qu'on a qui s'applique à notre portefeuille total parce que ici, l'étude prend en compte des faibles frais. Ici, le point de l'auteur dans ce chapitre-là, c'est qu'il faut garder une grande flexibilité sur le montant qu'on va décaisser à chaque année. C'est pas de prendre un montant puis de dire, bon, ben ça va être ce montant-là indexé à chaque année, puis pas revisiter ça pendant 30 ans puis faire la même chose jusqu'à la retraite. Idéalement, on veut être flexible. On veut quand même réviser notre montant qu'on va retirer à chaque année. Okay? La sécurité financière ne vient pas d'un pourcentage précis, elle vient de notre capacité à nous adapter. Une personne capable de réduire temporairement ses dépenses, travailler occasionnellement, déménager vers une région moins coûteuse sera beaucoup plus résiliente qu'une personne dont les dépenses sont rigides. Ça l'aide ici là, d'avoir une maison payée rendue là, hein? Parce que moins on a de dépenses fixes, plus on est flexible. Donc, chapitre 30, comment retirer son 4 l'auteur parle du passage de l'accumulation au décaissement. Une fois l'indépendance financière atteinte, le portefeuille doit produire suffisamment de revenus pour couvrir les dépenses. Selon la règle du 4 cela correspond à accumuler environ 25 fois ses dépenses annuelles. Par exemple, pour des dépenses annuelles de 40 000 un portefeuille cible serait de 1 million de dollars. Ou retirer l'argent. Là, J.L. Collins ici décrit l'organisation de ses propres comptes. Il parle de ses comptes justement enregistrés, non enregistrés. Le principe général, OK? Puis ici, je n'irai pas en détail justement parce que dans le livre, évidemment, il va beaucoup en détail dans sa propre situation. Moi, je retiens les principes généraux. Laisser les comptes fiscalement avantageux croître le plus longtemps possible. On va voir que je vais peut-être dire le contraire tantôt. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi là, aux États-Unis, au Canada, puis il y a tout plein de choses qui se disent sur la façon de décaisser. Malheureusement, là, le décaissement, là, je le dis ici, c'est peut-être la partie où est-ce que c'est un peu moins simple que la partie investissement. Tu sais, ça vaut la peine d'être flexible, puis d'adapter son décaissement, de revoir, de réviser son décaissement chaque année, au lieu d'avoir une approche, on établit un montant X par année, puis on fait la même chose sans y penser pendant 30 ans, chose qui est possible de faire pratiquement avec ses placements au moment de l'accumulation, pendant qu'on travaille. On peut comme se prendre une stratégie puis le faire pendant 30 ans sans trop y penser, grâce au chemin simple vers la richesse. Mais au moment du décaissement, ça peut être payant ici d'avoir une planification plus flexible. Donc, lui, il dit son principe général, laisser dans les comptes fiscalement avantageux croître le plus longtemps possible. Ça, c'est dans le REER.
aux États-Unis, c'est le 401k. Je pense qu'il faut faire attention aussi avec ça. Puis, lui, ce qu'il dit, c'est bien évidemment, il y a un ordre là, dans lequel il utilise son argent qu'il dépense à chaque année. Maintenant, il est à la retraite. Donc, s'il y a des revenus de travail, il va utiliser ces revenus-là, évidemment, en premier. Puis ensuite, il va aller utiliser des revenus de ses comptes imposables, donc de ses comptes non enregistrés. Puis, il va essayer de laisser le plus longtemps possible dans ses comptes enregistrés, jusqu'à temps qu'il y ait des retraits obligatoires. Hein? On a le même principe au Canada là, avec le REER et le FER. Éventuellement, lorsqu'on atteint, par exemple, je pense 71 ans, on est obligé de décaisser de nos comptes de retraite. Donc là, lui, il parle un petit peu de cet aspect-là. Donc, on veut retarder ça le plus longtemps possible. On va y revenir sur cet aspect-là tantôt. Les principes qui guident son décaissement, c'est voir le portefeuille comme un tout. OK? Donc là, au lieu de le voir décaissement CELI, décaissement REER, décaissement non enregistré, puis de faire des stratégies différentes, c'est de voir quand même notre portrait financier global, puis de voir comme un tout. Il ne regarde pas chaque compte séparément, il considère l'ensemble de son patrimoine comme un seul portefeuille. Donc ça, c'est important. Ne pas vivre uniquement des dividendes, ça, c'est quelque chose qu'on peut être tenté de vouloir faire, c'est-à-dire ne jamais décaisser puis d'aller chercher des placements qui vont générer des dividendes pour ne pas avoir à vendre des placements, puis simplement avoir des placements qui génèrent un revenu, puis seulement vivre sur ces revenus-là. La raison pourquoi il dit ça, c'est que les revenus de dividendes ont un rendement moins élevé en général que les actions à croissance. Donc, lui, dans une stratégie d'investissement indiciel, pour faire le marché, il dit qu'il ne faut pas avoir peur là, de vendre. Il ne faut pas penser uniquement en termes de dividendes parce que ça vient, dans le fond, la raison pourquoi on n'aurait pas pensé uniquement en termes de dividendes, c'est que notre rendement pourrait être affecté. Donc, ça pourrait être moins performant sur le long terme d'adopter cette approche-là. L'auteur critique l'idée populaire selon laquelle il faudrait vivre exclusivement de dividendes. Selon lui, les dividendes, les intérêts et la vente de quelque part sont simplement des façons différentes de retirer l'argent d'un portefeuille. Tu sais, aussi, il faut voir que les dividendes, c'est plus imposé que du gain en capital. Donc, il ne faut pas y aller qu'avec l'approche dividende nécessairement. Ensuite, lui, ce qu'il dit, c'est évidemment encore là d'optimiser la fiscalité, super important, de le planifier d'avance, pas retirer toute la même année. Tu sais, si on retarde trop de retirer de nos comptes, justement, REER, à notre décès, si c'est tout imposé d'un coup, ça va être très, très, très coûteux pour notre succession. Ça, c'est un autre aspect. Toujours une bonne idée de planifier ça, planifier les décaissements pour optimiser la fiscalité. Sa méthode personnelle ici, c'est dans son cas qu'il dépense, je l'ai déjà mentionné, il dépense d'abord ses revenus actifs, donc ses revenus de travail, il liquide progressivement ses actifs moins intéressants. Donc, s'il y a des placements qu'il aime moins, il va vendre ça en premier. Ensuite, il retire dans ses comptes imposables. Donc, ça, c'est les comptes non enregistrés. Et il laisse les comptes fiscalement avantageux croître le plus longtemps possible. Pourquoi il n'aime pas l'automatisation complète? Il critique l'idée de programmer un retrait fixe de 4 % et de l'oublier pendant 30 ans. Selon lui, si les marchés chutent fortement, c'est logique de réduire temporairement ses dépenses. Et si les marchés performent très bien, là, c'est possible de faire peut-être un petit voyage de plus dans l'année. Encore une fois, le mot-clé du chapitre, c'est flexibilité. Maintenant, on va sortir un petit peu du cadre du livre, puis on va y aller plus sur le décaissement au Québec. Puis encore là, on va y aller avec des grands principes. Je vous rappelle, OK, ça ne remplace pas le besoin peut-être de consulter avec un planificateur financier si on n'est pas confiant justement de notre stratégie, si on a besoin d'aide pour le faire. Mais ici, là, j'arrive avec les grands principes là, quand même qu'on devrait avoir en tête quand on arrive à la période de décaissement ou pour planifier notre décaissement. En gros, c'est combien retirer, puis d'où retirer l'argent, donc l'optimisation fiscale. La plupart des gens passent toute leur vie à apprendre à accumuler, mais très peu apprennent à décaisser. Pourtant, un bon décaissement peut facilement valoir plusieurs dizaines ou centaines de milliers de dollars sur une retraite. Donc, règle numéro 1, conserver de la flexibilité. Donc là, on revient avec la même règle qu'on avait dans le livre. C'est probablement la plus importante. La pire erreur, c'est de se dire, je retire 50 000 $ par année et je ne change jamais rien.
Okay? En réalité, certaines années, les marchés montent de 20 certaines années, ils baissent de 20 ils baissent de 30 certaines années, vous voyagez davantage, certaines années, vos dépenses diminuent. Donc, les retraits doivent s'adapter à la réalité. Personnellement, moi, je préfère l'idée d'avoir un budget cible puis de réévaluer annuellement, ajuster les dépenses si les marchés traversent une mauvaise période. C'est exactement ce que J.L. Collins suggère dans les chapitres. Donc ça, c'est pour la règle numéro 1. Point numéro 2, réduire les dépenses fixes avant la retraite. Okay? Avant même de parler de placement, le plus gros levier, c'est souvent la maison remboursée. C'est n'avoir aucune dette, avoir peu d'engagement financier. Donc ça, c'est une bonne idée avant d'arrêter de travailler, d'avoir clairé ces choses-là. Le plan 5 étapes, rembourser sa maison, si on est capable de le faire, ça va vraiment nous aider à la retraite. Une personne A qui dépense 80 000 par année puis versus une personne B qui dépense 45 000 par année en termes d'obligations, bien, c'est vraiment le jour et la nuit là, en termes de portefeuille qu'on a besoin d'accumuler. Okay? Donc, réduire les dépenses fixes avant la retraite, point numéro 2. Point numéro 3, utiliser les comptes dans le bon ordre. C'est ici que la fiscalité québécoise, canadienne devient importante. Okay? On a 3 grandes sources de décaissement, le CELI, le REER-FER. Okay? C'est la même chose. Hein? Le REER, ça devient obligatoirement un FER rendu à un certain âge, ou est-ce qu'on a des retraits obligatoires dans notre régime de retraite enregistré. Donc, CELI, REER, FER. Ensuite, le 3e type de compte, c'est les comptes non enregistrés si on a la chance d'avoir justement rempli nos deux premières sortes de comptes, puis on a du non enregistré en plus, tant mieux. Allons-y, le CELI, c'est généralement le compte le plus précieux. Les retraits ont aucun impôt, aucun impact sur les crédits, aucun impact sur la pension sécurité de vieillesse, aucun impact sur le supplément de revenus garanti. Okay? Pour cette raison-là, plusieurs planificateurs essaient de préserver le CELI le plus longtemps possible. Le REER-FER, l'argent dans le REER n'a pas encore été imposé. Chaque retrait est ajouté au revenu. Ça augmente l'impôt qu'on va payer. Ça peut affecter les crédits d'impôt. Ça peut éventuellement déclencher une récupération de la pension de sécurité de vieillesse. Ça peut venir diminuer justement ce qu'on va retirer de rente de retraite du gouvernement. L'erreur fréquente ici là, avec le REER puis le FER, c'est d'attendre 71 ans avant de commencer à sortir du REER. Okay? Le résultat, c'est qu'on a un gros montant en FER puis qu'on a des gros revenus imposables, des impôts élevés à ce moment-là. Pour le compte non enregistré, très intéressant lorsqu'il est bien structuré, les revenus peuvent être des dividendes, du gain capital, de l'intérêt. Évidemment, ça va être différent d'un compte REER. Point numéro 4, commencer à sortir le REER avant 71 ans. Okay? C'est probablement la stratégie la plus sous-utilisée. Okay? Supposons qu'on a une retraite à 58 ans, RRQ commence à partir de 65, pension de sécurité de vieillesse à partir de 65, puis un gros REER. Bien, entre 58 et 65, on a techniquement très peu de revenus imposables, faible taux marginal. C'est souvent une excellente période pour retirer volontairement des REER, faire des conversions vers le CELI et remplir les faibles paliers d'imposition. Donc, tu sais, il faut faire attention pour ne pas avoir des trop grosses différences de revenus. Tu sais, si on a des revenus très faibles entre 58 et 65 et qu'après nos revenus augmentent, ben on va payer plus d'impôts. On n'aura pas optimisé fiscalement notre situation. Donc, commencer à sortir plus tôt les REER, contrairement à ce que J.L. Collins disait, lui, mais peut-être ça fonctionne différemment aux États-Unis, 401k, il disait qu'il essayait de retarder le plus possible là, de sortir l'argent de ses comptes enregistrés. Ici, il faut faire attention, il y a peut-être une optimisation à faire en allant sortir du REER avant 71 ans. C'est peut-être la stratégie la plus sous-utilisée. Point numéro 5, reporter la RRQ lorsque c'est possible. T'sais, si on n'en a pas de besoin, idéalement, on veut le retarder le plus longtemps possible pour jusqu'à 70 ans. C'est extrêmement intéressant parce que les montants deviennent plus élevés. Donc ça, c'est une autre stratégie. Les prestations augmentent de façon importante plus on attend avant de les retirer. C'est une forme de rente indexée garantie par le gouvernement. RRQ, évidemment, ça dépend de notre santé, ça dépend de notre situation familiale, ça dépend du patrimoine. Mais pour quelqu'un qui est financièrement indépendant, c'est souvent une option à analyser sérieusement. Lorsqu'on a bien travaillé notre indépendance financière, la stratégie devrait être de reporter la RRQ, puis qu'on est en santé, évidemment, là, reporter la RRQ, la pension de sécurité de vieillesse plus tard.
Point numéro 6, gérer le risque de récupération de la pension de sécurité de PSV, pension de sécurité de vieillesse. À partir d'un certain revenu, la pension de la sécurité de la vieillesse commence à être récupérée. Le piège ici, c'est d'avoir un gros REER, d'avoir des gros retraits obligatoires plus tard et d'avoir un revenu imposable très élevé. Okay? Le résultat, c'est une perte partielle ou totale de la PSV. C'est souvent des raisons supplémentaires de commencer le décaissement REER plus tôt. Okay, point numéro 6. Point numéro 7, conserver plusieurs années de dépenses sécurisées. Une pratique fréquente au décaissement, c'est d'aller conserver 1 à 3 ans de dépenses dans des placements très sécuritaires. Donc là, on va vendre nos placements puis on va mettre ça dans des marchés monétaires, comptes à intérêt élevés, CPG, obligations à court terme. Okay, cela évite de devoir vendre des actions pendant un marché baissier. Okay, c'est ça le risque ici qu'on veut gérer. On veut éviter d'avoir à vendre nos actions pendant qu'il y a eu un crash puis que le marché n'a pas remonté encore. Donc ça, la solution, conserver plusieurs années de dépenses sécurisées. J'ai d'ailleurs écouté récemment, cette semaine, un podcast de finances fondamentales où est-ce qu'on parlait là, en détail d'une stratégie de décaissement avec différents buckets, avec différents sauts. Super intéressant, vous irez écouter ça. Ça revient un petit peu avec cette idée-là là, idéalement, on veut conserver là, un nombre d'années, ici on dit 1 à 3 années de dépenses, ça peut être même 1 à 5 années de dépenses selon notre tolérance au risque. Vous avez écouté cet épisode-là, je n'ai pas le numéro, là, mais super intéressant. Point numéro 8, réviser annuellement le plan. Je pense qu'une bonne pratique, c'est qu'une fois par année, calculer notre valeur nette, calculer notre taux de retrait, vérifier l'impôt payé, regarder les crédits gouvernementaux, réviser les objectifs. Donc, faire ça une fois par année, c'est une bonne idée. Oui, c'est un petit peu plus compliqué que juste se faire une règle simple puis l'oublier pendant 30 ans, mais si on a le temps, les capacités, bien, si on est à la retraite puis qu'on travaille pas, puis qu'on peut mettre un petit peu de temps là-dessus, ça vaut la peine, c'est payant. Ça va nous permettre aussi de profiter peut-être plus de l'argent qu'on gagne. Si les marchés vont bien, si notre portefeuille va bien, c'est peut-être un moment où est-ce qu'on va décider, là, cette année, on va faire un voyage de plus, on va profiter plus de notre argent qu'on a durement gagné au cours de notre vie. C'est une bonne idée de le réviser annuellement, notre plan. Le décaissement, c'est un processus dynamique, c'est pas statique, là, figé dans le temps. OK? Point numéro 9, la meilleure stratégie n'est pas toujours celle qui paie le moins d'impôts. C'est un point souvent oublié. Parfois, payer un petit peu plus d'impôts aujourd'hui pour éviter beaucoup d'impôts dans 10 ans. OK? Encore là, la stratégie sous-utilisée là, de justement sortir de nos REER un peu plus que ce qu'on voudrait, parce que c'est pas le fun de sortir des REER parce qu'on va payer de l'impôt en le faisant. Donc là, si nous autres, on a tellement comme pas le goût de payer de l'impôt, qu'on aille ça donner de l'argent au gouvernement, bien, on pourrait finir perdant à cause de ça parce que l'impôt, va falloir la payer anyway à un moment donné. Donc, faire attention. Parfois, ça peut être mieux de le sortir tout de suite au lieu de payer la grosse facture plus tard. Donc, si je résume, là, 5 principes simples. L'épisode d'aujourd'hui, on parlait de décaissement. Premier principe, viser une retraite avec peu de dépenses fixes. Okay? On va essayer de vraiment éclairer notre maison puis arriver à une situation où est-ce qu'on a peu de dépenses fixes. Ensuite, point numéro 2, on va garder une flexibilité avec nos retraits. On ne va pas figer ça dans le temps pour 30 ans. On va garder une approche flexible et on va l'adapter à chaque année. Point numéro 3, commencer souvent à décaisser le REER avant 71 ans. Okay? Ça, c'est souvent un point clé qui revient, une erreur fréquente. Ensuite, point numéro 4, on va préserver notre CELI autant que possible. Mais si on en a besoin, on va l'utiliser. Mais si on peut, la stratégie, ça serait peut-être ce compte-là de le laisser à plus tard. Et point numéro 5, faire un plan fiscal global plutôt que regarder chaque compte séparément. On va regarder notre situation globale et non pas chaque compte. C'est ce qui conclut là, ma série de 9 épisodes sur le chemin simple vers la richesse de J.L. Collins.
Lorsque j'ai commencé cette série-là, mon objectif, là, c'était pas juste de résumer un livre. Je voulais prendre des idées de J.L. Collins puis les regarder à travers le filtre de notre réalité au Québec, de mon expérience personnelle et du plan en 5 étapes que je partage sur le podcast. Ce que j'aime le plus, là, après avoir visité l'ensemble de l'ouvrage, c'est à quel point les principes sont simples. Ce n'est pas nécessairement facile à appliquer, mais ils sont simples à comprendre. Les principes, je vous les rappelle, éviter les dettes de consommation, dépenser moins que ce qu'on gagne, investir régulièrement, garder les coûts bas, laisser le temps faire son travail. Et surtout comprendre que l'argent, c'est pas une fin en soi. Le véritable objectif, c'est pas d'accumuler le plus gros portefeuille possible. Le véritable objectif, c'est d'acheter sa liberté, la liberté de choisir son travail, la liberté de prendre du temps avec sa famille, la liberté de réduire son stress, la liberté de vivre selon ses propres valeurs. Plusieurs des idées du livre rejoignent directement mon plan 5 étapes, se libérer de l'endettement, accumuler sa mise de fonds, acheter une maison selon ses moyens, investir pour l'indépendance financière et éventuellement rembourser son hypothèque pour réduire encore davantage ses besoins financiers. Là où chacun devra faire ses propres choix, c'est dans les détails. Certains investiront uniquement en bourse, d'autres préféreront l'immobilier, certains viseront une retraite traditionnelle, d'autres chercheront à devenir financièrement indépendants beaucoup plus tôt. Mais peu importe le chemin choisi, les principes fondamentaux demeurent les mêmes. Ce que j'espère surtout, c'est que cette série vous aura donné le goût de passer à l'action parce qu'au final, aucun livre, aucun podcast et aucun conseiller ne peut faire le travail à votre place. La richesse se construit une décision à la fois, un mois à la fois, une année à la fois. Si je pouvais résumer tout le livre en une seule phrase, ce serait probablement celle-ci. La richesse n'est pas ce que l'on possède, la richesse, c'est le contrôle que l'on exerce sur son temps. Merci d'avoir écouté cette série jusqu'au bout. Merci pour vos commentaires, vos questions, votre fidélité au podcast et surtout, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!